Tes journées défilent sans que tu saches ce que tu ressens, tu vis dans ta tête du matin au soir à cocher des cases sans jamais respirer. Si tu te reconnectes là-dedans, ton corps est en train de t'envoyer des messages. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental, la connexion à ton corps. La semaine dernière, on parlait de la reconnexion à son être authentique. Aujourd'hui, on aborde le corps. C'est la priorité number one pour justement réussir à se reconnecter à son être profond. Le corps, c'est la vie, très clairement. Donc, sans lui, sans ton corps, tu ne peux pas te sentir en sécurité, tu ne peux pas te sentir alignée, tu ne peux pas te sentir vivante. Et souvent, je vais y arriver, c'est quand tout va trop vite qu'on se déconnecte sans même s'en rendre compte, très clairement. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi c'est vital d'être connecté à son corps, les signes concrets de déconnexion, ce que cette coupure t'empêche de vivre et comment commencer à se reconnecter à son corps. Voilà, les premiers éléments que je peux te donner. Si jamais tu as envie d'aller voir mon autre vidéo qui parle justement de la reconnexion à son être authentique de la semaine dernière, ça te parlera davantage de pourquoi c'est intéressant de se reconnecter et pourquoi c'est primordial de réussir à faire ce cheminement pour soi. Là, aujourd'hui, on passe à la nouvelle étape qui correspond à notre enveloppe corporelle. Pourquoi est-ce si important d'habiter son corps? Tout simplement parce que le corps, c'est le seul endroit où la vie se vit, vraiment. Nous sommes sur Terre, nous sommes incarnés, et si nous ne vivons pas dans notre corps, nous ne vivons pas, tout simplement. Si on n'est pas vraiment incarné dans son corps, on est beaucoup trop... peut-être très connecté là-haut, mais jamais vraiment présent dans ce qui se passe autour de nous. On n'est pas dans l'instant présent, on n'est pas, on est dans le souvenir, on est dans le passé, mais on n'est pas ici, maintenant. Et à ce moment-là, on rate beaucoup, beaucoup de choses et c'est bien dommage. En réalité, ton corps, c'est ta boussole intérieure. Il ressent avant que ton mental ne comprenne. Je pense que tu as déjà fait l'expérience d'arriver dans une pièce, bondée ou pas d'ailleurs, mais où t'as pas encore vu qui était présent, mais ton corps sait, ressent s'il y a une vague de frissons, une gêne, commence à y avoir une douleur ou quoi que ce soit. C'est pas bon signe. Et puis s'il commence à se sentir bien, avoir les épaules qui se baissent, à s'apaiser, etc., là c'est bon signe. Et en réalité, le corps, il ressent bien plus les choses que le mental ne voit. Le mental, après, en plus, il va réussir à te tromper en disant, en rationalisant ce qu'il voit, alors qu'en réalité, le corps, il sait. C'est assez impressionnant, mais quand on commence à l'écouter, à lui faire confiance, on se rend compte que c'est un bon indicateur pour savoir vers quelle personne se tourner, par exemple. Mais avant que je ne m'emballe, je vais essayer de suivre mes notes, histoire que ça ait un fil conducteur, parce que sinon j'ai souvent l'habitude de partir dans tous les sens, et ça n'a ni queue ni tête, même si tout est lié à la fin. Donc essayons de suivre le plan. Donc, c'est dans ton corps que se trouvent tes limites, ton intuition, ton plaisir et ton pouvoir. Donc, quand tu es connecté à ton corps, tu ressens tes besoins avant de t'épuiser, tu t'exprimes avec justesse et tu reconnais ce qui te nourrit et ce qui t'éteint. Quand je te dis c'est dans le corps que on trouve tes limites, en réalité, ça, justement, en permettant de t'écouter, tu réussis à savoir quand les personnes dépassent tes limites, quand il est important de réajuster le cadre de tes relations, par exemple, ce qui va permettre et ce qui va te conduire à assainir les relations que tu as avec les autres. Parce que de cette manière,
En étant à l'écoute de ton corps, donc tu identifies tes limites. La plupart du temps, on ne connaît pas nos limites. On n'arrive pas à distinguer ou à définir les définitions de respect, par exemple. Quand est-ce qu'une personne me manque de respect? Et bien en fait, la définition, elle est propre à chacun, et si on n'est pas à l'écoute de nos ressentis, on ne saura pas où commence le, le respect, tout simplement. Le périmètre, ce que je cherchais, le périmètre du respect qui nous est propre. Et si on ne connaît pas nos périmètres, nos limites, finalement, les autres vont pouvoir arriver comme ça avec leurs gros sabots et euh, empiéter sur nos plates-bandes, et finalement, ça va avoir en nous des réactions qui sont parfois disproportionnées. Enfin, on a l'impression qu'elles sont disproportionnées. Je sais pas si tu as déjà vécu des colères pour... Enfin, à un moment, je sais pas, il y a une goutte d'eau qui fait exploser le vase, et là, d'un coup, tu pars en colère et tu comprends pas trop, et finalement, c'est simplement parce que t'as pas écouté tes ressentis et que t'as pas pu ajuster la situation pour te sentir en sécurité, pour te sentir euh, moins vulnérable, pour te sentir voilà, dans ta zone de confort avec les gens. Et donc, en étant à l'écoute de ton corps et de ses limites, ça va pouvoir te permettre de t'exprimer avec justesse. C'est là où je voulais en venir. En écoutant les ressentis de ton corps, donc les frissons, les épaules qui se baissent, les respirations qui se dégagent, etc., ça va te permettre aussi de savoir si tu es dans le plaisir ou si tu es dans l'effort. Parce que parfois, avec tout ce qu'on nous a inculqué, on n'arrive plus à savoir si on fait les choses avec envie ou si c'est parce qu'on attend ça de nous. Voilà, donc ça permet justement de, de, de mettre une jauge et un curseur qui permettent de voir où on va concrètement. Je te parle aussi ça te permet de ressentir tes besoins avant de t'épuiser, parce que moins tu t'écoutes, plus tu pousses ton corps au-delà des limites, moins tu t'écoutes et plus tu es dans le regard de l'autre, et l'autre il va te dire allez encore, genre ton boss. Ton boss il voudra toujours que tu t'y ailles à 300%, il va kiffer que tu sois toujours au taquet. Sauf qu'en réalité, c'est pas bon pour toi. En réalité, c'est à ton détriment. Alors que si justement tu es à 100%, voire à 80%, parce que il n'y a pas besoin que tu sois à 100%, ça va te permettre de te préserver toi, et puis de te faire passer prioritaire. Parce que concrètement, c'est pas ta vie n'est pas au service de ton boss, ou ta vie n'est pas au service des autres, mais bien à ton propre service. Donc en te préservant et en préservant ton énergie, en te nourrissant correctement, en écoutant tes ressentis pour justement savoir quand est-ce que tu dois dormir, te reposer, te nourrir, boire de l'eau, t'hydrater, etc., etc., forcément, à ce moment-là, tu sauras mieux te préserver, tu sauras mieux prendre soin de toi. Tu auras davantage d'énergie et tu seras davantage apaisé à l'intérieur, tout simplement. Et reconnaître ce qui te nourrit de ce qui t'éteint, ça permet justement cette énergie que tu as, que tu réussis au fur et à mesure en écoutant tes ressentis, que tu réussis non pas à garder, mais en tout cas à maintenir un niveau agréable d'énergie. Donc, c'est l'énergie que tu as, ta jauge d'énergie, tu vas comprendre que tu peux la mettre là où tu le souhaites. Dans des précédentes vidéos, je te parlais de l'importance du regard de l'autre, et notamment l'importance de s'en détacher, parce que en se détachant du regard de l'autre, tu permets à ton corps de garder
son énergie pour lui, de te consacrer uniquement à ce qui te fait du bien et non pas à ce qui fait du bien à l'autre. Tu vois, ton boss, il veut te voir bosser à 300%, mais finalement, c'est pas durable pour toi. Et ce qui te fait du bien, c'est de prendre soin de toi. Ce qui fait du bien à ton corps, ce qui t'apaise à l'intérieur, c'est de savoir que ton énergie, c'est toi qui choisis de la dépenser là où ça crée de la valeur pour toi. Et en comprenant donc ces signaux que ton corps t'envoie, tu peux justement ajuster ce qui crée de la valeur et ce qui t'éteint, ce qui éteint ton feu intérieur. Tu vois, c'est un peu comme si on voyait le corps comme ta propre maison. Si tu en prends soin, ça sera accueillant, on aura envie d'y rester, on aurait envie de s'y installer. Et quand je dis on, je parle de ton âme. Je parle pas beaucoup de spiritualité sur cette chaîne encore, mais je pense que ça va venir parce que aujourd'hui je suis beaucoup là-dedans. Et quand ton corps est confortable parce que on est dans cette dynamique d'en prendre soin, de s'écouter, de se reposer, voilà, de le respecter, à ce moment-là, on est dans cette dynamique de rendre accueillant, habitable sa maison, son foyer. L'incarnation, c'est ça, au final. C'est faire de son foyer un lieu accueillant. Et c'est le fameux, j'ai le fameux house et home. En réalité, une maison, c'est pas une maison. Une maison, une maison, ça peut être un truc complètement délabré. Un foyer, c'est quand même autre chose. Donc, concrètement, c'est essayer de rendre habitable et accueillant cette fameuse maison et la transformer en un foyer confortable. Quand tu commences à habiter un foyer confortable, finalement, c'est ça qui apporte de la joie. Tu te sens bien, tu te sens en sécurité et ça te donne les moyens de te révéler, de te connaître. Ça te donne le moyen de t'épanouir, tout simplement. Mais comment savoir si tu vis dans ta tête ou si tu vis dans ton corps? Quand on n'a jamais fait l'expérience de l'un ou l'autre, ou en tout cas qu'on s'est jamais posé la question dans ce sens-là, c'est pas évident de savoir si on est dans son corps ou dans sa tête. Très clairement, moi j'ai fait l'expérience une fois, enfin même plusieurs fois, jusqu'à ce que je prenne conscience que je ne vivais pas dans mon corps, mais que j'étais bien dans ma tête. C'est quand tu vis un repas, par exemple un repas de famille. Moi je me souviens très bien d'un exemple, c'était Noël. J'étais à Noël, je sais que j'ai passé une journée qui était très sympa et j'en garde aucun souvenir. Ou alors, mais vraiment que des bribes, des micro-bribes, alors on est resté toute la journée. J'ai échangé avec tous les membres de ma famille, j'ai pris des nouvelles, etc. Je ne sais pas ce qui s'est dit, je n'ai pas vu la journée passer, tout simplement parce que après coup, j'ai compris que je n'avais pas été présente. J'avais pas été dans l'instant présent, très clairement. Alors, ça, c'est déjà un signe de ne pas savoir être dans l'instant présent, être toujours à réfléchir. T'es ici, t'es en train de te, je sais pas, t'es en train de te balader avec un ami. Voilà, tu passes un moment agréable avec une personne que tu apprécies, mais t'es toujours constamment en train de faire la liste de tes courses. Constamment en train de te dire ah mince, il faut que j'appelle le docteur, il faut que j'appelle ci, il faut que je fasse ça, nanana.
toujours en train de planifier, d'être ailleurs et pas là à te dire, bon, je suis où, je suis avec qui, c'est quoi la conversation, est-ce que c'est profond, est-ce que si, est-ce que ça. Non, t'es pas là. Donc, à partir du moment où tu réfléchis beaucoup trop, que tu es beaucoup trop dans cette anticipation ou à penser à des événements du passé, etc. Bref, t'es dans ta tête, hein, très clairement. Les symptômes aussi d'une déconnexion au corps, c'est de serrer la mâchoire sans même t'en rendre compte. En fait, tu vis, t'es crispé. Des fois, t'as les mains qui sont crispées, t'as le corps qui est tendu, t'as les mâchoires qui sont crispées, t'oublies de respirer, t'oublies de prendre le temps, t'es toujours à fond, euh, t'as l'impression de courir après le temps. Parce que t'as jamais le temps. Et puis, ton corps, il est douloureux. Il y a des choses qui sont pas agréables. T'as toujours cette fatigue, tu vas toujours au-delà. T'essayes de l'éteindre, cette fatigue. T'essayes de l'oublier. T'es toujours tendu de tous les muscles, mais du ventre aussi. T'as des douleurs dans le dos, t'as des douleurs dans la nuque, la tête, t'as des... Bref. Ton cycle hormonal aussi, menstruel, il est chaotique. Il est douloureux. À part avec les maladies du type endométriose, tout ça, normalement, un cycle, ce n'est pas, en tout cas la période menstruation et juste avant, ce n'est pas censé être douloureux. Les SPM sont pas censés avoir des douleurs insupportables et insurmontables. Logiquement, si tu réussis, et ça, enfin moi je l'ai véritablement vécu, si tu réussis à être dans ton corps et donc à le respecter et à lui donner le rythme qu'il a besoin et qui est adapté à lui, arrêter de vivre à 300%, à 300 à l'heure, arrêter de mal manger, de boire en excès des choses trop sucrées, trop alcoolisées, ou etc., de manger de la malbouffe, etc. Enfin, globalement, si tu ne lui apportes pas de la qualité, je te parle pas de quantité, mais si tu lui apportes pas de la qualité, ton corps, il hurle. Et ça passe par les règles, ça passe par les douleurs dans le dos, euh, tout ce qui est douloureux. Il hurle, en fait. Donc s'il hurle, il faut que tu l'écoutes. Parce que ça veut dire que s'il a besoin d'hurler, ça veut bien dire que tu fais la sourde oreille, très clairement. Et pendant longtemps, moi, j'ai oublié mon corps parce que j'étais programmée à m'adapter au regard de l'autre et à faire en fonction de l'autre pour plaire suffisamment ou ne pas être rejetée, en tout cas. Et alors, mais mon corps, il était pété de partout. Euh, à 14 ans, j'avais des douleurs dans le bassin, des douleurs qui m'empêchaient de marcher, tu vois. Et j'avais 14 ans. Et ça a duré pendant plus de 10 ans, jusqu'au jour où j'ai fait un boulot, enfin j'étais au boulot et j'ai fait un salon professionnel et toute la journée, pendant 3 jours je crois, j'ai marché des kilomètres et des kilomètres. Et à la fin, je suis rentrée chez moi, j'étais au 6e étage sans ascenseur à Paris. Je ne pouvais pas, monté, j'ai mis je sais pas combien de temps pour monter mes 6 étages alors qu'avant je les galopais. Et là, je ne pouvais plus, j'avais l'impression d'avoir des pieux dans les fémurs qui m'empêchaient de plier les jambes, d'articuler. Quand tu t'écoutes pas, c'est ça qui se passe. Et encore, ça c'est gentil. Parce il y en a aussi pour qui c'est nettement plus inconfortable, handicapant et qui ralentit véritablement.
Les syndromes prémenstruels, c'était pareil, j'avais des crampes. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, que je me suis reconnectée, j'ai pris le temps. Mais j'ai pris ce temps pour me reconnecter et depuis, euh, si j'ai une micro-crampe, c'est parce que j'aurais pas eu... je sais pas, j'aurais eu une contrariété que j'ai cherché à mettre sous le tapis. Mais aujourd'hui, c'est juste un rappel de hé, il faut que tu t'écoutes à fond. Mais j'ai plus ces douleurs comme ça pouvait m'arriver auparavant, à être allongée dans mon lit et puis à plus pouvoir faire quoi que ce soit. En réalité, voilà, le corps, il parle. Et donc, s'il commence à hurler, à faire beaucoup de bruit, c'est qu'il faut vraiment que tu t'arrêtes et que tu l'écoutes. C'est très clairement ça. Et savoir si tu vis dans ton corps ou si tu vis dans ta tête, bah déjà, voilà, le premier point c'est ça. Et puis, le côté mental aussi dans ta tête, c'est un mental qui tourne en boucle. S'il tourne en boucle, que je te disais, bah, tu fais une balade avec un ami et puis que tu es toujours dans le futur ou toujours dans le passé, ou en tout cas t'es jamais là, très clairement le mental tourne en boucle, il analyse tout le temps, il analyse mais il anticipe, il contrôle, il n'arrive pas à lâcher. L'instant présent, tu sais pas ce que c'est. Lâcher prise, tu connais la théorie, mais alors chaque fois qu'on te dit de lâcher prise, tu commences à t'énerver. Moi, c'était ça, perso. C'était vraiment ça. Bah, vraiment, le mental, il est dur à arrêter. Plus tu lui donnes de pouvoir, et plus c'est dur d'arrêter la- qui tourne. C'est le hamster qui n'arrive plus à s'arrêter, quoi. Il est sous cocaïne. Et en fait, tu t'épuises sans réussir à l'arrêter. Et t'es épuisé sans même avoir fait grand chose. Et tu vois, et le soir, ben tu es dans ton lit, et puis là tu es encore en train d'énumérer tout un tas de choses dans ta tête, et finalement, voilà, tu es tout le temps là-dedans, quoi. Et même si t'as pas envie, tu t'es quand même là-dedans. Émotionnellement, n'en parlons même pas. Émotionnellement, tu ressens pas. Émotionnellement, en réalité, c'est soit tu ressens pas, soit tu ressens trop fort. Et moi, perso, j'avais ce côté, j'aime pas les odeurs. Tu vois, j'aime pas sentir. Mais en fait, c'était pas sentir, c'était j'aime pas ressentir. Donc finalement, je te parlais tout à l'heure des colères. Bah, je te parle de colère parce que moi, je les ai vécues. Euh, je ne ressentais pas jusqu'à ce que on dépasse mes limites et que ce soit la goutte d'eau de trop qui faisait tout exploser. Et c'était là où je ressentais beaucoup trop fort et que ça allait trop loin. Ou sinon, je ressentais beaucoup trop fort, c'était d'une forme d'hystérie. Euh, Moi, c'était à l'époque où je vivais à Paris, j'étais dans le monde du conseil, et puis, bah, tu vois, la vie parisienne qui est à 300 à l'heure, finalement, j'étais toujours dans l'excès. Dans l'excès de oh, la soirée est trop bien, dans l'excès de malbouffe, d'alcool et compagnie, mais dans tous les excès, c'était surtout. Je sais pas si tu connais ça, mais tu rencontres une personne, ça fait 5 minutes que vous discutez, et d'un coup, oh, mais t'es génial, nanana. Et en réalité, c'était toujours. Tu donnes ta confiance trop vite, d'un coup, une personne, tu partages 3 points de vue, t'es d'accord avec les trois, bim, ça devient la personne la plus importante et la plus cool de ta vie. Tout ça parce que d'un coup, elle te fait ressentir un truc qui est agréable, euh, mais en réalité, c'est parce que d'habitude, t'as du mal à ressentir. Voilà. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours un truc avec l'alimentaire. C'est soit tu te nourris mal, ou enfin,
c'est pas soi, c'est tu te nourris mal, et de cette manière, en fait, c'est soit c'est trop, soit c'est pas assez. Tu as une relation avec la nourriture, avec le travail et avec le monde extérieur, que ce soit par le biais des réseaux sociaux ou par tout autre moyen, hein, mais tu as une relation avec l'extérieur qui est vraiment euh, dans le trop. Tu vois, tu t'anesthésies avec ça. Moi, je le voyais, pour le coup, bah, vraiment, c'était pendant ma période en, en région parisienne où j'étais vraiment dans le trop, toujours à l'extérieur. Je cherchais continuellement les solutions à l'extérieur. Je ne me reposais jamais, je n'étais jamais chez moi. Enfin, je faisais l'analogie avec le foyer tout à l'heure, mais très clairement, perso, j'étais jamais chez moi. Je ne voulais pas être chez moi. J'étais continuellement entourée de monde, alors qu'en réalité, je déteste être surstimulée, je déteste ça, tu vois. Aujourd'hui, j'aime mon calme, je choisis les moments où je suis entourée. C'est devenu de plus en plus rare que ça soit avec des grands groupes. Enfin bref, j'aime pas spécialement ces moments-là où c'est surstimulant, où il y a trop de musique, trop fort, voilà. Et à l'époque, j'étais continuellement dans cette dynamique, dans je suis tout le temps à l'extérieur, je suis toujours surstimulée, j'en ai besoin. Et en réalité, ce qui se passait, c'était quand je restais chez moi, pour X ou Y raison, j'étais dans une sorte d'angoisse de mais pourquoi je suis seule. Enfin, vraiment, j'étais face à moi-même et ça m'angoissait. Et là, je commençais à avoir des réflexions un peu existentielles sur mais je veux pas être seule, c'est quoi le but de ma vie, et d'affronter mes démons alors que j'avais pas envie, quoi. Puis il y avait un autre truc aussi, c'est que quand on n'est pas dans notre corps, quand on est toujours tourné vers l'extérieur, finalement, on a du mal à prendre nos décisions. On a du mal à faire nos propres choix. On a du mal à savoir dans quelle direction on a envie d'aller. Euh, Moi, je ne faisais pas la différence entre les attentes, entre ce que les autres me disaient de moi et moi. Je ne savais pas si là où j'étais bien. Je ne savais pas si les aspirations que je nourrissais, c'était les bonnes. Je n'arrivais pas non plus à me projeter, clairement. Enfin vraiment, c'est alors que mon mental était toujours dans l'anticipation, mais pas dans la projection de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Ou alors c'était tellement superficiel que vraiment il y avait pas de fond dans tout ça. Anticipation, c'était vraiment des trucs ouais, superflus, superficiels. Mais finalement, mon corps, c'était c'était un véhicule à ce moment-là. C'était un outil. Il fallait qu'il fonctionne, il fallait qu'il avance. Je ne me demandais pas si il en était capable. Je me demandais pas si c'était sain pour moi. Il fallait le faire, point barre, c'est tout. Et là, avoir une réflexion comme ça, c'est le signe qu'on n'habite pas son corps. Que on le, on le pousse à bout, qu'on ne l'écoute pas. Enfin, c'est pas un lieu de vie, finalement, c'est seulement un véhicule, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que la déconnexion à son corps, ça nous empêche d'être et de devenir ce pourquoi on est fait.
en comprenant que on a une mission sur Terre. La vie, elle n'est pas faite pour ne pas se poser de questions. La vie, elle est faite pour qu'on soit heureux. Très clairement. Donc pour moi, c'est ça la mission. C'est comment est-ce que je peux être heureuse dans ma vie. Voilà, c'est simplement ça ma mission. Mais si on ne se pose pas cette question, si on n'incarne pas sa propre vie parce qu'on n'incarne pas son propre corps, bah à ce moment-là, on n'a pas les moyens d'être heureuse. On n'a pas les moyens de s'épanouir. On n'a pas les moyens de se poser les bonnes questions. Tu vois, si on est toujours comme moi, là, avec ma vie parisienne, sur les quatre chemins, toujours à chercher, à avoir du monde, à être surstimulé, etc., t'as pas le temps de te poser des questions existentielles de comment je veux être heureuse. J'avais l'impression d'être heureuse. Mais ça ne durait que quelques instants, et c'était pour ça que j'étais toujours en mode surstimulation, comme le principe des réseaux sociaux qu'on connaît maintenant, qui tu scrolles pour avoir ta dose de dopamine. Moins t'incarnes ton corps et plus tu cherches à l'extérieur à avoir ces sensations d'épanouissement. Et donc la déconnexion te fait perdre des choses. Elle t'empêche d'arriver, de prendre un chemin, voilà, tu passes à côté de pas mal de choses, notamment de ton intuition, parce que si t'es pas à l'écoute de ton corps, t'entends pas ta petite voix. Pourtant tout le monde en a une. Hein. Tout le monde en a une, et l'intuition, c'est ce qui guide vers l'épanouissement. Si t'es pas dans ton corps, tu peux pas être dans ton cœur. Et bon, pour moi, le cœur, c'est le chemin vers notre réalisation, vers nos accomplissements. Donc forcément, il faut commencer par être dans son corps pour commencer à entendre son intuition et arrêter d'être dans une quête vers l'extérieur, mais plutôt revenir dans une quête à l'intérieur. Parce que les réponses, on les a toutes à l'intérieur. C'est pas le monde extérieur qui va nous nourrir, c'est bien notre intériorité, nos désirs qui viennent nous nourrir. C'est en ralentissant et en écoutant notre rythme corporel qu'on va commencer à avoir les clés de réponse sur comment s'épanouir. Et donc tu t'épuises parce que tu t'écoutes pas, mais parce que tu sais pas quand ralentir. Et s'épuiser, c'est pas se réaliser non plus. C'est pas parce qu'on est occupé H24 que c'est ça qui va nous conduire vers l'accomplissement, l'épanouissement. Quand tu regardes, quand tu écoutes les personnes âgées qui sont à la veille de la mort et qui font le bilan de leur vie, qui disent moi j'ai accumulé des matérialités, je suis riche, mais je suis riche d'argent, et aujourd'hui j'ai des regrets d'être pauvre, de relations profondes. Bon, on se rend bien compte que c'est pas une quête vers l'extérieur qui fait qu'on s'enrichit. C'est pas parce que on a investi notre argent durement acquis, durement gagné avec notre travail, que ça nous rend plus épanouis. Le seul épanouissement qu'on peut avoir, c'est la relation avec soi et la relation aux autres des connexions aux autres profondes. Mais quand on est à 300 à l'heure et qu'on saute d'un point A à un point B et puis que finalement on papillonne comme ça, jamais on crée des relations profondes. Si on en a une, c'est bien. Et puis encore, c'est basé sur quoi ? Et
Et puis finalement, si on est dans ce papillonnage-là, c'est pourquoi? C'est parce qu'on ne se sent pas à notre place. On se sent à notre place nulle part. On ne sait pas quelle est notre place. D'ailleurs, on n'a pas le temps de se la poser, cette question. On ne l'identifie même pas, cette question. Mais en réalité, si on est autant à chercher partout et nulle part, c'est bien parce qu'on cherche quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quelle est ma place? Quel est le rôle à jouer? Encore une fois, comment je réussis à m'épanouir, à m'accomplir, à être heureuse, tout simplement. Pour reprendre les relations, là, l'histoire des relations, généralement, quand on est autant dans cette surstimulation, on ne tombe pas que sur des bonnes personnes. Donc on est toujours dans des relations un peu bizarres, assez toxiques d'une manière ou d'une autre, complètement désalignés avec nous-mêmes. On est dans cette... finalement, on rencontre des personnes qui sont pareilles que nous, dans le sens où elles sont à fond, totalement déconnectées d'elles-mêmes, et qui sont intéressées vers la quête de l'extérieur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où elles vont venir prendre ce qu'elles ont envie de prendre, tout simplement. Et finalement, elles vont piétiner tes plates-bandes, elles vont venir te challenger dans tes propres limites, les fameuses limites que tu connais pas forcément. Finalement, les personnes que tu rencontres, elles sont là pour prendre ce que tu as à te donner, finalement. Et pour en revenir aux relations, je disais, c'est pas forcément des relations profondes, et s'il y en a une, c'est bien. En fait, parce que les relations que tu as, les personnes que tu croises, finalement, elles sont intéressées par ce que tu fais, et non pas par ce que tu es. Parce que tu ne sais pas encore ce que tu es, toi, déjà. Et ce sont des personnes qui te ressemblent beaucoup, dans le sens où elles sont tournées aussi beaucoup sur l'extérieur, et qu'elles ont besoin de recevoir ce que les autres donnent. Et ce sont des relations qui sont assez toxiques. Quand on est tourné sur le faire et non pas sur le être, c'est des relations qui sont pas profondes, et donc elles sont négatives. Il y a un autre point aussi, c'est que quand on est déconnecté de notre corps, ça nous empêche de ressentir, mais d'être dans le plaisir, dans la joie simple, dans la présence. Je te disais, on n'est plus capable d'être dans l'instant présent. Déjà, mais le plaisir. Il y a une relation au plaisir qui est bizarre, dans le sens où on est toujours en quête de plaisir, de petites joies, mais finalement on n'arrive plus à se satisfaire, ça nous remplit pas le cœur. Et c'est pour ça qu'on papillonne. C'est parce qu'un petit plaisir, c'est pas assez. Il y a besoin d'adrénaline dans ces moments-là. Et finalement, les petits plaisirs d'une vie simple n'apportent absolument rien, ne font aucune différence. Il y a parfois même un rapport au corps, et quand je parle de rapport au corps, je parle aussi de rapport à la sexualité, qui est complètement brouillé. Ce rapport au plaisir charnel qui devient quasiment automatique et qui devient... pourquoi les plans d'un soir, ils ont autant le vent en poupe? C'est parce qu'on est complètement déconnecté de notre corps. Si on
on considérait notre corps comme un temple, comme un foyer, comme quelque chose de précieux, on ne chercherait pas à s'unir à tout et n'importe quoi, n'importe qui, tous les soirs. On choisirait avec soin nos partenaires et ça nous permettrait de créer une connexion qui aboutirait à un véritable plaisir, pas un truc illusoire qui dure pas et qui pousse à recommencer tous les soirs, tous les soirs. Non. En réalité, quand on est complètement déconnecté de notre corps, ça nous pousse aux addictions. Moi, je l'ai remarqué, c'est toutes mes clientes qui commencent par là me parlent d'une addiction au sucre, à la cigarette, à l'alcool, à la sexualité, peu importe en fait, voire même aux drogues, enfin peu importe, il n'y a pas de jugement à avoir. Réseaux sociaux, enfin, je vais les énumérer tous, mais finalement, le cerveau a besoin de se combler de quelque chose, se remplir de quelque chose pour oublier que on n'est pas heureuse, que on n'est pas dans notre corps, que on ne vit pas. Et ça passe par un truc qui est addictif. Il faut remplir par autre chose, un truc illusoire. L'addiction, c'est une illusion. Le pire dans tout ça, c'est que tu peux avoir tout compris sur la libération féminine, sur comment revenir soi, comment être connecté à son être authentique, etc. Tu peux connaître toute la théorie du développement personnel, mais si tu ne le vis pas, si tu ne le ressens pas, ça fera pas la différence. Et c'est souvent un biais, c'est que auparavant, je l'ai vécu, c'est qu'à un moment, ton ego, donc ton mental, va venir te dire non, mais c'est bon, t'as fait tout le boulot, etc. Alors qu'en réalité, t'es toujours pas dans le ressenti, t'es toujours pas dans la connexion à ton corps. Donc en fait, tu connais toute la théorie, mais t'es toujours pas passé à la pratique. Ton mental te dit c'est bon. Donc toi, tu te dis bon, bah, c'est cool. Alors qu'en réalité, ça s'appelle un faux self. Et finalement, ne pas se reconnecter à son corps, ça t'empêche aussi de vraiment t'incarner et de savoir ce que c'est que le développement personnel, de savoir ce que c'est que d'être maître, maîtresse de ta vie. Et ça, c'est un peu dommage, pour le coup. Donc maintenant, comment commencer à se reconnecter à son corps? Ça, c'est la partie la plus importante, finalement, de la vidéo. Donc, par où commencer quand on veut se reconnecter à soi? On va donner des petites pistes assez concrètes, assez faciles à mettre en place pour un démarrage, parce que on commence pas à faire un marathon, on fait ni un sprint, on va y aller petit à petit. La première chose à faire, c'est de respirer. Mais de respirer consciemment. Tu vois, 3 fois par jour, tu t'arrêtes, t'inspires profondément et t'observes ton ventre. Ok. T'essayes de le gonfler, t'essayes de souffler et d'évacuer. Mais simplement ça te permettra simplement d'être consciente de cet instant présent. Pour une fois dans ta vie, 3 fois par jour, tu vas être consciente de ton instant présent. Tu n'auras pas le droit d'être dans ton mental, tu n'auras pas le droit d'être dans l'anticipation, d'être dans tes pensées. Non. Là, tu respires 3 fois par jour. T'es pas obligé de faire 10 minutes de respiration consciente. Hein. Tu peux très bien ne faire que 3 respirations conscientes. Ça sera déjà un bon début. L'idée, c'est de réussir à nourrir ces petits moments de conscience. Ok ? Ces petits moments où tu es ici, maintenant, avec nous.
Ensuite, ça va être de revenir à tes sens. Donc, qu'est-ce que... Je sais pas, ne serait-ce que ressentir les textures, les goûts, les odeurs, la chaleur du soleil, le café du matin. Reprendre conscience de ces petits moments-là. Ça paraît bête, mais finalement, on fait tellement de choses par automatisme. On va manger par automatisme, on va se lever, on va mettre les habits par automatisme, on va prendre le métro, on va prendre la voiture, mais on a arrêté de ressentir. Alors qu'en réalité, si tu prends conscience que, tiens, j'ai mis cette matière-là, qu'est-ce que ça me fait sur la peau, qu'est-ce que je ressens? Je sais pas. J'ai mis un rouge à lèvres, qu'est-ce que ça me fait sentir en termes de texture, ne serait-ce que ça, en termes de toucher, en termes d'odeur aussi. Tiens, mon café ce matin, plutôt que de le boire par automatisme parce que bah voilà, je bois mon café le matin, et ben qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Est-ce que j'ai de la satisfaction? Est-ce que j'ai du dégoût? Parce que des fois on boit du café alors on n'aime même pas ça. Est-ce que voilà, ça, qu'est-ce que ça éveille en moi? Et puis ouais, voir le soleil se lever par exemple, ou un oiseau passer. Qu'est-ce que ça éveille en moi? C'est voilà, revenir au sens, à la vue, à l'ouïe, au toucher, à l'odorat, etc., etc. Pour justement revenir encore un peu plus dans cet instant présent, savoir ce que ton corps te dit à cet instant-là. Ensuite, le mouvement. Bouger lentement. Bouger lentement, c'est pas en mode robotique avancer d'un pas à un autre. C'est surtout prendre conscience de tes mouvements. Je sais que quand on est à 300 à l'heure, on court, on court, on court, on court sans même s'apercevoir qu'on court. C'est s'énerver parce que notre copine, elle marche pas assez vite quand on va se balader ensemble et puis que il faut, c'est fatigant de... j'ai vraiment la personne qui m'avait sorti ça un jour. Non mais c'est fatigant de se mettre au rythme de l'autre là, et il avance pas. Bah oui, mais en fait, c'est parce qu'on est toujours à 300 à l'heure et puis que on sait pas ça, on sait pas faire moins. Et que faire moins, finalement, on a l'impression que c'est fatigant. Alors pas du tout, pas du tout. Euh, c'est c'est- c'est simplement qu'à ce moment-là, le corps n'est pas submergé d'informations, donc il s'exprime un peu plus. Il se permet, oups, de s'exprimer un peu plus. Et il annonce que il est un peu fatigué. Alors on a l'impression que c'est de marcher plus lentement qui nous fatigue. Mais non. Étant donné que j'ai l'exemple vraiment très concret, ça me fait assez rire. Mais bref. Euh, donc, bouger plus lentement. Apprendre à s'étirer aussi. Apprendre à marcher sans écouteurs. Ça, c'est hyper important parce que ça te permet de prendre conscience des bruits, de ce qui se passe autour de toi, de ce qui se passe dans ton corps, parce que tu n'es plus submergé par le bruit de la musique, même si c'est très bien d'écouter de la musique, c'est génial, ça te permet de danser, justement. Mais là, on cherche seulement à revenir à toi. Donc, pour marcher, marcher. Si tu as envie de mettre de la musique, danse, chante, exprime-toi. Mais pas en marchant. Marcher, c'est autre chose. Euh, Ces moments-là, ça te permet de revenir dans ton corps, véritablement. Ça permet d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et tu vois, tout à l'heure, je te parlais des SPM qui n'étaient pas censées être douloureuses.
eh bien, une autre clé pour revenir dans ton corps, ça va être d'écouter ton cycle. Notamment, eh bien, apprendre à te poser en fonction des phases de ton cycle. Parce que si tu commences à prendre conscience que t'es pas la même, que t'as pas la même énergie, la même envie, en fonction des étapes de ton cycle, tu comprendras que c'est ok d'être fatigué à telle période, que c'est ok d'avoir plus d'énergie à telle période, que finalement tu peux pas faire le même boulot pendant les 4 phases. Ça demandera à certains moments plus d'énergie pour le faire. Il y a d'autres moments où tu n'y arriveras même pas du tout et c'est ok. Écoute-toi, écoute ton cycle, observe-le, observe ton niveau d'énergie, respecte ça aussi, respecte que y a des moments où tu es fatigué, il y a des moments où ça va. Et plus... Le truc qui est pas agréable, c'est que quand tu commences à t'écouter, vraiment, ton corps il va dire ouais stop là, il y en a marre, on s'arrête. Et il va te dire je suis fatigué. Il y a de fortes chances pour qu'au début ton corps il te dise non mais là je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Et en réalité il va falloir que tu réussisses à, euh, à faire des ajustements pour rééquilibrer ça. Parce qu'en réalité, on passe d'un moment où t'écoutes plus ton corps du tout. Ah, tu l'écoutes beaucoup et en fait, du coup, la seule phrase qui va te dire, c'est je suis fatiguée. Et il faut réussir à trouver le juste équilibre. Ce sera, de toute façon, c'est le but de la vie, c'est toujours de trouver le juste équilibre entre je suis fatiguée et je suis à 300 à l'heure. Et il y a des moments où il faut réussir à avancer, trouver le moteur. Et à d'autres moments, il faut réussir à se ressourcer. Et je te dis pas forcément d'arrêter, mais se ressourcer, ça veut dire trouver l'énergie autrement, si t'en as plus. En tout cas, c'est le principe, c'est d'arrêter de se forcer ou arrêter de forcer. Pas de se forcer, mais arrêter de forcer quand c'est pas possible, quoi. Et la dernière étape clé pour un démarrage vers une reconnexion à son corps, c'est de s'ancrer dans le réel. Finalement, tu peux faire quoi? C'est... Je me remets dans la peau de la Agathe qui n'était pas du tout ancrée à l'époque, qui n'était pas du tout dans l'instant présent et qui n'était pas dans son corps mais bien dans son mental. Et j'imagine sa réaction dans ce que je vais t'annoncer là, dans l'exercice. Elle rit jaune. Mais ça reste quand même une solution qui est assez intéressante. J'allais te dire, l'exercice pour t'ancrer dans le réel, c'est de poser une main sur le cœur, une main sur le ventre, et de dire « je suis là ». Et je l'ai fait, hein, cet exercice, je l'ai fait, je me trouvais nulle. Je trouvais cet exercice mais nul. Et en réalité, ça vient te sécuriser. Au fur et à mesure qu'on le fait, cet exercice, ça vient te répéter une vérité qui est de dire je suis là, je suis présente en cet instant, maintenant, tout de suite, je suis là, je suis ancrée. Et en répétant ça, sans jugement, sans moquerie, comme j'ai pu moi-même le faire, ça permet de s'incarner petit à petit et de s'ancrer dans le moment présent.
en posant ses mains sur soi et en répétant « je suis là ». Mais c'est une vérité qu'on doit entendre par les oreilles, mais qu'on doit entendre par le cœur aussi. Si on réussit à le ressentir, c'est pas mal. Au début, on faut pas trop s'en demander, mais au fur et à mesure qu'on le fait en lâchant prise, ça permet d'apporter un peu d'apaisement, un peu de calme là-dedans, tu vois. En tout cas, ce n'est pas en pensant à ton corps que tu vas le retrouver, mais c'est bien en ressentant. Ça veut dire que c'est pas en mentalisant le corps ou la volonté de te reconnecter que tu vas y arriver, mais c'est bien en revenant dans ses ressentis, dans son enveloppe corporelle, voilà, dans ses 5 sens, quoi, que tu vas pouvoir revenir dans ta vie, te sentir incarnée, te sentir en sécurité, te sentir vivante. C'est bien en repassant dans ton corps par les ressentis. Donc tu vois, la reconnexion au corps, c'est assez facile, c'est assez ludique. Finalement, ce sont des petites actions bout à bout qui vont te permettre de ressentir à nouveau, de chercher à revenir dans l'instant présent. C'est pas une lubie spirituelle, c'est loin d'être ça, c'est finalement revenir dans transformer son corps, non plus en un véhicule, mais comme un foyer euh, dans lequel on a envie de vivre, de se dorloter. C'est le point de départ de ta liberté. Hein. En comprenant ça, ça te permettra peut-être de te donner l'envie de te reconnecter à toi. C'est ton point de départ aussi pour ressentir un véritable plaisir, un véritable pouvoir. Enfin bref, ça n'a que des avantages que de revenir dans son corps, puisque ça te donne accès à la femme que tu es véritablement. Donc si tu as envie de pouvoir reprendre les rênes de ta vie, si tu as envie de redevenir le capitaine de ton navire, à ce moment-là, la première étape, c'est bien de revenir dans ton corps pour justement reprendre ta vie là où tu l'avais arrêtée, pour être en capacité d'écouter ton intuition et de pouvoir choisir les pas à faire pour la suite. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux télécharger l'extrait gratuit de mon livre qui s'appelle Se révéler à soi. Tu trouveras tous les liens dans la description qui te permettront de trouver l'extrait gratuit, la boutique. Et si tu as envie aussi d'avoir un coaching personnalisé avec moi, n'hésite surtout pas. Tous les liens dont tu as besoin sont dans la description. Et pour la prochaine vidéo qui parlera cette fois-ci de la déprogrammation, reprogrammation du mental, la suite logique de la reconnexion au corps, eh bien tu t'abonnes et puis je te dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit.